Bonsoir tout le monde. Alors, je vous retrouve ce soir pour une visio sur le PVT en Australie et le PVT en Nouvelle-Zélande. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser un peu le temps de vous connecter. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais commencer par une petite introduction sur pvtis.net. Donc, moi, je suis cofondatrice de pvtis.net. Et PVtis, c'est un site d'information et une application totalement gratuit qui donne de l'information sur le programme vacances-travail dans tous les pays qui sont accessibles aux Français et aux Belges, dont font partie l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a des guides gratuits en PDF, les guides des PVTistes, il y en a 5 aujourd'hui qui sont disponibles, et notamment pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur pvtis.net dans l'onglet Info pratique. Et puis pour l'Australie, on est en train de mettre des choses à jour, donc je vous invite évidemment à attendre un petit peu le temps que les frontières ouvrent pour pouvoir le télécharger et avoir les dernières informations à jour. Toutes les semaines, on fait un point Covid-19 sur notre compte Instagram PVTiste. Ça vous permet de savoir si dans les 7 derniers jours, il y a eu de l'actualité concernant le Covid, donc les frontières, les demandes de permis ou de visa notamment. Et on fait également depuis 2 semaines des lives. Le prochain est demain à 13h. Ça veut dire que là, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter à notre compte Instagram et nous poser des questions. Bon, évidemment, tout à l'heure, on va terminer ce Facebook Live par des questions, donc vous pouvez tout à fait me les poser ce soir. Mais s'il y en a d'autres qui vous viennent plus tard dans la soirée ou demain matin, vous pourrez les poser sur notre story et on y répondra demain. Ensuite, si vous avez raté nos précédentes visios, nos précédents Facebook Live, peut-être que vous voudriez voir les replays. On a abordé le budget pendant un PVT, partir seul en PVT, faire du bénévolat ou du volontariat pendant un PVT ou encore le retour en France après un PVT. Et tous ces replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube PVTiste. Voilà. Tout a l'air bon, donc super. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont répondu. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais aborder la thématique Australie contre Nouvelle-Zélande, qui gagne le combat. Vous allez voir, il y a des points des deux côtés. Voilà, je vais développer tout ça et ensuite vous pourrez nous poser vos questions. Il y a Annelise qui est actuellement présente sur Facebook qui peut lire vos commentaires, donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo. Alors en termes de critères de sélection et de participation au PVT Australie et Nouvelle-Zélande, si vous êtes français, vous avez accès au PVT Australie jusqu'à 35 ans. Si vous êtes belge, c'est que 30 ans. Donc là, c'est un avantage pour l'Australie puisque ça veut dire que dans l'esprit des Australiens, on est jeune plus longtemps puisque pour l'Australie, c'est de 18 à 30 ans qu'on peut participer au PVT. Dans les deux cas, il n'y a pas de quota, donc ça veut dire que tous ceux qui veulent faire une demande de visa, ils ont toutes leurs chances d'obtenir leur visa puisqu'il n'y a pas vraiment de refus. Il y en a ponctuellement si vous avez eu des soucis importants avec la justice ou de santé, et encore, c'est pas du tout systématique parce que en gros, il n'y a pas vraiment de critères de sélection dans le cadre du PVT. Donc tous ceux qui ont l'occasion de demander un visa, à 99,8% je crois, obtiennent leur visa, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple du Canada. Voilà. Donc ça, c'est un avantage commun. Ensuite, la demande se fait en ligne. Point fort pour la Nouvelle-Zélande, le visa coûte 280 $ néo-zélandais, alors que le visa australien vaut 485 $ australiens. Au fil des années, il a vraiment augmenté, donc ça commence à être un visa assez cher, en tout cas le plus cher du PVT. Donc voilà, pour la demande, c'est un petit peu les deux qui peuvent gagner selon votre âge et votre portefeuille également. En termes de restrictions d'emploi, en Australie, vous avez le droit de travailler que 6 mois maximum avec un même employeur dans le cadre de votre visa vacances-travail. Simplement, au fil des ans, l'Australie a rajouté plein de 8 mai. Oui, mais si vous êtes au pair, vous pouvez faire 1 an complet. Si vous travaillez dans le nord du pays, dans certains domaines comme le tourisme, le soin aux personnes âgées ou encore la construction, vous pouvez aussi dépasser les 6 mois. Si vous travaillez dans une entreprise qui a plusieurs bureaux ou plusieurs établissements, par exemple un Starbucks, un McDo par exemple, vous pouvez tout à fait faire 6 mois là et 6 mois dans un autre établissement ou une autre succursale qui n'est pas la même adresse. Également comme exemption, si vous travaillez si vous allez peut-être travailler quand les frontières vont rouvrir dans la rénovation, la reconstruction des zones qui ont été sinistrées suite au feu de l'année dernière en Australie. Là aussi, vous pouvez dépasser les 6 mois. Et enfin, si vous travaillez dans la cueillette de fruits et légumes, dans le fruit picking, dans tout ce qui est agriculture, là aussi, il n'y a pas de limite de 6 mois. Donc autant il y a très longtemps, on avait vraiment cette limite de 6 mois, autant aujourd'hui, il y a tellement d'exceptions que vous pouvez quand même vous en sortir pour travailler plus longtemps chez un même employeur.
En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de limite de temps, mais vous n'êtes pas censé accepter un poste permanent. Ce qu'on pourrait comparer plus ou moins au CDI ici. Vous verrez, il y a souvent des offres d'emploi permanentes et des offres d'emploi temporaires. Vous êtes censé accepter un poste temporaire, donc si vous voyez un poste permanent, ça voudra dire que l'employeur devra vous faire une offre temporaire de 11 mois, 12 mois, 10 mois, selon le temps dont vous disposez. C'est assez facilement contournable, disons. Voilà. Certaines nationalités sont limitées en nombre de mois en Nouvelle-Zélande, mais ce n'est pas le cas des Français et ce n'est pas le cas non plus des Belges. Et je sais qu'il y a eu souvent des quiproquos à ce niveau-là, des gens qui ont été obligés de refuser des boulots parce que l'employeur était persuadé que les Français avaient une limite maximale de 3 mois chez le même employeur. C'est vraiment pas notre cas. Donc voilà, en termes de restrictions d'emploi, la Nouvelle-Zélande est plus souple que l'Australie, si on doit un petit peu jouer sur le combat entre les deux, mais les deux restent quand même assez souples. En termes de prolongation, là c'est plutôt l'Australie qui va gagner. Je vais commencer par la Nouvelle-Zélande. Si pendant votre PVT, vous travaillez au moins 3 mois dans l'horticulture ou la viticulture, à la toute fin de votre PVT, vous pourriez bénéficier de 3 mois supplémentaires. Sous-entendu, vous nous avez donné 3 mois de travail dans des domaines pour lesquels on a beaucoup de besoins en Nouvelle-Zélande, on vous redonne 3 mois à la fin pour que vous fassiez d'autres choses qui vous plaisent peut-être plus. En Australie, c'est quand même d'autres arguments. Si pendant votre premier visa vacances-travail, vous travaillez dans des domaines et des régions précis, qui sont généralement des zones rurales, des jobs en ferme, dans la construction ou dans les mines, si c'est au moins 88 jours de travail consécutifs ou non que vous faites, vous avez l'opportunité de demander plus tard un deuxième visa vacances-travail pour l'Australie. Et depuis l'année dernière, si pendant votre deuxième visa vacances-travail en Australie, vous faites au moins 179 jours de ce type d'emploi également dans les zones rurales, agriculture, etc., vous pourriez bénéficier d'un troisième visa vacances-travail. Normalement, il n'y aura pas plus, 3 ans c'est déjà pas mal. On va vous mettre en lien un article qu'on a fait qui détaille avec des cartes les zones qui sont concernées par le deuxième et troisième visa vacances-travail et également les domaines concernés. Comme ça, vous serez sûr d'être bien informé à ce niveau-là. Pour la Nouvelle-Zélande, on va vous mettre un témoignage en commentaire également de 2 PVTistes qui ont fait la demande de prolongation de 3 mois à la fin de leur PVT. Comme ça, là aussi, vous verrez comment ça fonctionne. Ce que j'avais pas précisé avant, excusez-moi, ce que j'avais pas précisé avant, c'est qu'on va vous mettre un lien également pour l'Australie, pour toutes les exceptions qui vous permettent de travailler plus de 6 mois pour un même employeur. Voilà. Alors, on a noté aussi, avant de les comparer, on a noté les points communs de ces deux pays. Les deux, c'est des pays très lointains. Pour certains, c'est un avantage. Je sais pas, psychologiquement, on a envie de partir loin, d'avoir un gros décalage horaire, d'avoir l'impression qu'on ne pourra pas rentrer au moindre petit problème, donc on veut aller loin. Et puis pour d'autres, c'est un inconvénient, ils préfèrent plutôt aller dans des pays comme le Canada ou le Japon, qui sont quand même un petit peu moins éloignés. Ça, pour le coup, ils sont logés à la même enseigne, les deux. C'est des pays anglophones, tous les deux, donc très intéressant pour tous ceux qui parmi vous veulent s'améliorer en anglais. Par contre, l'accent n'est pas le même. Là aussi, on va vous mettre 2 liens. Un lien qui vous parle de l'accent australien et un lien qui vous parle de l'accent néo-zélandais, mais surtout dedans on vous met des films, des séries, des documentaires, des émissions télé, etc. Australiennes ou néo-zélandaises qui vous permettent d'écouter l'accent, peut-être de voir lequel vous préférez, et le jour où vous vous décidez à partir dans l'un ou l'autre pays, au moins vous pourrez vous entraîner à écouter cet accent. Je ne vais pas forcément vous le faire, mais moi je préfère l'accent australien, je crois. Je sais pas. L'accent néo-zélandais, c'est tous les E deviennent des I. Genre un lit, au lieu de dire bed, ils vont dire bed. Un stylo, ils vont dire pin. Ce genre de choses. Alors que l'australien, c'est plutôt, comme on dit souvent, c'est assez rond. Par exemple, ils utilisent beaucoup le mot mate, qui veut dire pote en anglais. Donc un anglais va peut-être, ou un américain va dire mate, et en australien, on va dire mate. C'est vraiment c'est très bizarre. Au début, ça peut être un peu déroutant sur une phrase entière. Je trouve, ça donne l'impression que ça rebondit un peu. Mais au final, c'est assez sympa, je trouve. Donc voilà, à vous de voir quel accent vous plaît le plus. C'est des pays qui sont tous les deux assez sûrs. Évidemment, il faut toujours être vigilant à tous les moments de votre vie, quand vous faites du stop, si vous rentrez tard le soir, etc. Bien évidemment. Mais globalement, ça reste quand même des pays qui sont assez sûrs. C'est des pays qui sont assez faciles en termes de démarche. Quand vous allez arriver, tout ce qui est téléphonie, banque,
demande du TFN en Australie et du numéro IRD en Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est des choses qui sont assez faciles d'accès. Si jamais ça vous fait un petit peu peur, sachez que sur pvtis.net, on a des dossiers pour toutes ces démarches et on les reprend dans nos guides des PVTistes. Hein. Mais voilà, c'est des démarches qui ne sont pas vraiment compliquées. Pareil pour trouver une colocation, pour l'achat d'un véhicule. Évidemment, il y a des choses à faire. Mais ce n'est pas des pays où vous allez vous tirer les cheveux avec les démarches administratives. Je pense que les PVTistes australiens et néo-zélandais qui viennent en PVT en France ont beaucoup plus d'inquiétudes à se faire, disons, en termes de démarches de paperasse. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça fait plus de 10 ans, même plus de 15 ans, que des dizaines de milliers de PVTistes se rendent chaque année en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et donc, autant pour la téléphonie que la banque, que le TFN et l'IRD et tout le reste, tous ces gens-là sont très habitués au public PVTiste. Donc du coup, vous n'êtes pas un nouveau qui débarque, on se demande ce que vous faites là. C'est pas comme un PVT, le PVT Pérou quand il va entrer en vigueur. Peut-être que les premiers mois ou la première année, les gens que verront les premiers PVTistes au Pérou vont se dire qu'est-ce que c'est que ce visa. Là, vraiment, on est habitué à vous. Tout est assez, comment dire, ah, j'ai pas le mot, mais voilà, c'est assez huilé, disons. Voilà, c'est des pays qui sont assez bien adaptés, voire très bien adaptés aux backpackers, aux voyageurs avec un sac à dos, aux PVTistes, autant pour le voyage, tout ce qui est douche, toilettes, aires de repos bien équipées, les auberges de jeunesse, les campings partout, etc. C'est vrai que c'est très facile d'y voyager dans ces deux pays-là, mais aussi pour le boulot, il y a quand même beaucoup de boulots qui correspondent bien au profil des PVTistes, en tout cas en Australie ou Nouvelle-Zélande, tout ce qui est cueillette de fruits et légumes, restauration, tourisme, il y a pas mal de boulot là-dedans. Donc ça se prête bien à un PVT où on va bouger pour voyager, travailler. Voilà. En termes d'emploi, alors je ne peux pas vraiment comparer pour vous dire quel pays est mieux que l'autre. Parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Dans quel domaine vous espérez chercher? Est-ce que vous êtes prêt à faire n'importe quoi? Ou est-ce que vous voulez travailler dans un domaine précis? Si c'est un domaine précis, est-ce que c'est un domaine qui recrute en Australie ou en Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous avez assez d'expérience sur votre CV pour séduire un employeur local? Est-ce que vous parlez surtout bien en anglais? Notamment si vous êtes, je ne sais pas, en marketing, si vous êtes dans des domaines où il y a de la représentation, où il faut faire des PowerPoint à tout va, des réunions, tout ça, est-ce que vous parlez suffisamment bien anglais pour exercer votre métier sur place? Est-ce que vous avez du réseau? Est-ce que vous arrivez à vous créer un réseau au moins les premières semaines pour essayer d'avoir accès à des postes qui sont peut-être pas diffusés? On en parle souvent, nous, pour le Canada, du marché du travail caché, mais ça existe aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et je sais d'ailleurs qu'il y a je crois que c'est dans notre dossier sur l'emploi en Nouvelle-Zélande, on a mis une vidéo sur le marché du travail caché en Nouvelle-Zélande et les autorités parlent elles-mêmes de 70% des offres d'emploi qui ne sont pas diffusées. Donc, il faut avoir à l'esprit que se faire un réseau, c'est hyper important et que ça peut mener à des opportunités professionnelles. Et puis enfin, il y a la chance de tomber au bon moment, au bon endroit, etc. Mais j'ai commencé ce petit point par vous demander quel métier vous voudriez faire sur place. Si vous êtes prêt à faire n'importe quoi, il y a du travail dans ces deux pays-là. Donc voilà, il ne faut pas que ça vous inquiète. Si vous êtes ouvert à tout, si vous cherchez vraiment activement, il y aura toujours une opportunité qui va se présenter à vous. C'est pas pour autant que je vous recommande de chercher du boulot l'avant-veille d'avoir 0 $ sur votre compte. Voilà, anticipez quand même un petit peu. Donc on va vous mettre deux liens pour nos dossiers sur l'emploi en Nouvelle-Zélande et l'emploi en Australie qui vous donnent quand même beaucoup d'informations. On ne va pas tout vous mettre, mais sachez qu'on a pas mal de dossiers sur l'emploi pour ces deux pays. Pour la Nouvelle-Zélande, on a le dossier sur l'emploi classique, on a un dossier général sur le travail saisonnier et le fruit picking en Nouvelle-Zélande, et on a également deux dossiers, un sur le travail saisonnier dans l'île du Nord et un sur le travail saisonnier dans l'île du Sud, avec des noms d'entreprises, etc. C'est ma collègue Marie qui les a fait, ils sont vraiment très bien. Moi, il y a 2 ans, j'étais en Nouvelle-Zélande et je regardais un petit peu si ça collait ce qu'elle avait dit, s'il y avait des choses à mettre à jour. Et effectivement, au moment où elle l'avait marqué dans le dossier, il y avait bien des opportunités, notamment pour ramasser les kiwis, pour les empaqueter, mais aussi pour les avocats. Voilà. Pour l'Australie, on a un dossier sur le travail, un sur le fruit picking. On a aussi un dossier spécialement dédié au fruit picking en Western Australia, donc l'Australie occidentale. Et on a sorti récemment un dossier sur la construction qui est assez intéressant puisque beaucoup de métiers dans la construction en Australie sont des métiers qui sont réglementés. Donc on vous explique dedans comment obtenir les licences qui vous permettent d'exercer votre métier une fois sur place. Voilà.
En termes d'opportunités d'emploi, ce que j'ai quand même noté, c'est qu'en Australie, le pays est immense, donc on se dit il y a forcément plus d'opportunités. Bon, il y a quand même des gros no man's land, hein, il y a beaucoup d'endroits peu peuplés en Australie. Et en plus de ça, il faut savoir que le pays accueille plus de 200 000 PVTistes venus du monde entier chaque année. Un peu plus de 20 000 Français, mais aussi beaucoup d'Allemands, beaucoup de Japonais, de Coréens et de plein d'autres nationalités d'ailleurs. Donc il y a vraiment du monde, 200 000 environ. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, ok, le pays est plus petit, il y a moins de zones désertiques et aussi il n'y a que 60 000 PVTistes par an qui arrivent, dont 10 000 Français environ. Donc voilà, finalement, si on fait un rapport entre la taille du pays, les zones peuplées et le nombre de PVTistes qui viennent, sans doute que les opportunités sont à peu près identiques. L'avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il est assez facile de démarcher ou au moins de chercher du travail en voiture, par exemple, ou en van, en se déplaçant, par exemple, dans l'île du Nord et regarder s'il y a des fermes qui recrutent, par exemple. En Australie, quand on fait ça, ça peut être très long, ça peut coûter très cher en essence, et ça peut être vraiment hyper décourageant d'avoir des réponses négatives ou des clôtures fermées alors qu'on vient de rouler pendant des heures. C'est un petit peu ça aussi qui peut compter. En termes de salaire minimum, en Nouvelle-Zélande, il est de 18,90 brut. Donc, voilà, donc en euros, ça fait environ, je crois que ça fait 11,09 €, ça me paraît pas beaucoup, mais oui, je pense que c'est ça le taux de change effectivement. Donc 18,90 dollars néo-zélandais. Et en Australie, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, ça dépend de votre âge. Vous êtes moins bien payé si vous avez moins de 21 ans que si vous en avez plus, enfin 21 ans ou plus. Et ça dépend aussi du domaine dans lequel vous êtes. Là, je suis allée prendre un tableau que j'ai pris de notre dossier sur l'emploi en Australie, pardon. Vous êtes pas payé également de la même façon si vous êtes en contrat à temps plein ou si vous êtes un casual. Par exemple, si vous travaillez que de temps en temps, vous êtes appelé à la demande, vous pouvez être payé 125% par rapport aux autres. Voilà, donc un petit peu plus. Donc je vous laisse regarder en fonction du domaine que vous voulez faire, mais ça peut tourner aux alentours de 19 dollars, 24 dollars, 20, 25 dollars selon les domaines et surtout selon votre âge. Voilà. Pour travailler dans votre domaine, je vous le disais tout à l'heure, attention aux professions réglementées. Je parlais de la construction, mais c'est pas tout. Si vous êtes avocat, architecte, ingénieur, si vous êtes dans la santé, il y a beaucoup de domaines et ça c'est vraiment commun aux deux pays. Si c'est des métiers réglementés, vous devez vous renseigner pour savoir comment exercer votre domaine une fois sur place. En termes de coût de la vie, alors généralement pour les loyers, je dirais que la Nouvelle-Zélande est un petit peu moins chère que l'Australie, mais en fait ça dépend vraiment où vous vivez. Pardon. C'est sûr qu'une ville comme Sydney sera forcément plus chère que n'importe quelle ville en Nouvelle-Zélande. Par contre, si vous vivez dans une plus petite ville, par exemple Adélaïde ou même, je sais pas, Darwin ou même une encore plus petite ville, vous pourriez ne pas vous ruiner. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous vous installez. Même chose si vous vivez à Auckland ou Wellington ou si vous décidez de vivre à Wanaka ou à Rotorua qui sont des plus petites villes néo-zélandaises où les loyers sont forcément moins chers. Voilà. En termes d'auberge de jeunesse, les prix sont assez similaires dans les deux pays. Ce que je peux vous recommander, en fait, j'ai noté quelques liens qu'on va vous mettre en commentaire. Pour la Nouvelle-Zélande, le site de petites annonces, c'est Post a Note. Et en Australie, c'est Gumtree. Je ne l'ai pas fait avec l'accent, celui-là, Gumtree. C'est les deux sites sur lesquels vous pourriez regarder les annonces au moment où vous allez partir. Parce que là, si je vous annonce des tarifs et que vous partez dans un an, peut-être que ça aura changé. Donc le mieux, c'est d'aller sur ces deux sites-là, de regarder les petites annonces pour la ville qui vous intéresse, pour le quartier qui vous intéresse. Et faites attention, souvent les loyers, même pas souvent, c'est tout le temps, les loyers sont indiqués à la semaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez également regarder s'il y a des groupes Facebook, en anglais plutôt, de locaux dans la ville dans laquelle vous voulez vous installer. Ça pourrait être quelque chose renting quelque chose à Brisbane, à Melbourne, à Queenstown ou à Christchurch par exemple. Mais voilà, peut-être mettre renting dans le nom du groupe. Et si vous avez des groupes où il y a des Australiens qui peut-être partagent des opportunités de logement ou de colocation, vous pourriez avoir aussi accès à des offres sympas. Voilà. En termes de nourriture, disons que, alors, les deux, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément données. Bon, en termes de restaurant, je me rappelle, c'était assez cher dans les deux pays par rapport à ce qu'on connaît en France. Après, tout ce qui est fruits et légumes, dans mes souvenirs, c'était assez cher il y a 2 ans en Nouvelle-Zélande. Je voyais des prix pour les tomates ou pour les avocats qui étaient vraiment très très élevés. Et je me rappelle, c'était en juin.
J'étais en Nouvelle-Zélande et je payais mes tomates vraiment cher, enfin du coup j'en achetais pas trop. Et je suis allée en Australie et là le prix a été divisé par deux, voire moins, parce que je suis allée dans le Queensland et j'imagine que c'est une région aussi où il y a pas mal de récoltes, etc. Donc j'ai tendance à penser que l'Australie est un petit peu moins cher. Le site que je peux vous recommander, ça s'appelle Numbeo, Numbeo. C'est un site internet, vous mettez le nom de la ville dans laquelle vous voulez vous installer et ça va vous indiquer tout plein de prix. Ça peut être l'alcool, les cigarettes, 1 kilo de bœuf, des tomates, des œufs, n'importe quoi. Et ça vous donne une bonne idée des tarifs qui sont pratiqués actuellement dans la ville qui vous intéresse. Encore une fois, je vous dis ça parce que vous allez peut-être partir dans un an et que ça aura changé, ou peut-être que vous verrez ce replay dans 6 mois et que là aussi les sommes auront changé. Donc vraiment, Numbeo, vous mettez juste votre ville et vous avez plein d'infos sur les dépenses quotidiennes. Pensez quand même à regarder ce que ça vous fait en euros, parce que comme c'est en dollars, ça paraît tout de suite un petit peu extrême. Par contre, ne soyez pas étonnés du prix des cigarettes et de l'alcool, les alcools forts surtout. En Australie comme en Nouvelle-Zélande, c'est ruineux. Voilà, si vous fumez, ce sera peut-être l'occasion d'arrêter de fumer si vous allez dans un de ces deux pays-là, parce que les cigarettes peuvent facilement monter à 30 dollars le paquet. Donc même en euros, ça reste très cher. Voilà. En termes de transport maintenant dans le pays, là c'est la Nouvelle-Zélande qui gagne parce que le pays est assez petit et du coup il y a un très bon réseau de bus. C'est la ligne verte, là je ne sais plus exactement le nom, mais ça fonctionne assez bien. Vous pouvez vraiment vous déplacer facilement en bus. Si vous êtes en voiture ou en van, c'est pareil, c'est très simple. Il y a un ferry entre les deux îles pour vous déplacer facilement. Donc vraiment la Nouvelle-Zélande pour voyager c'est super. L'Australie, ça représente quand même un budget qui va être plus conséquent. Si vous voyagez en van ou en voiture, vous allez avoir un beaucoup plus gros budget essence. Si vous voyagez en transport, par exemple en bus, sachez qu'il n'y a pas forcément des liaisons partout en Australie. Vous avez évidemment Greyhound qui fonctionne bien et vous avez la compagnie première MS sur la côte Est, mais vous ne pouvez pas vous dire que vous allez voyager partout dans le pays en bus. C'est pas si simple que ça. Il y a des trains dans les deux pays, mais c'est un point commun qu'ils ont, c'est pas forcément une super option. C'est souvent des trains qui sont, comment dire, qui donnent une super vue, qui ont des super paysages et qui sont donc assez chers. Moi, j'avais pris, pardon, une fois le train de Melbourne à une autre ville dans le Victoria, et bon, c'était un train un peu comme chez nous, mais pas du tout TGV, c'était très long. Donc le train, c'est pas forcément une bonne option. Mais voilà, en voyage, si vous pensez beaucoup voyager pendant votre PVT, l'Australie, ça peut être quand même un pays qui nécessite un budget assez gros. Voilà. Alors ensuite, en termes d'avantages et d'inconvénients, donc en termes de voyage, je le disais, la Nouvelle-Zélande est plus petite, assez facile à parcourir. Si je dis pas de bêtises, on n'est jamais à plus de 128 km de la mer où qu'on soit en Nouvelle-Zélande. Donc ça vous montre à quel point en moins de deux, pour voyager un week-end, même une journée, c'est faisable absolument tout le temps. Ça c'est vraiment vraiment génial. Il y a des paysages à couper le souffle, vous êtes dans le monde de Narnia, vous êtes dans le Seigneur des Anneaux, bien sûr. C'est hyper montagneux. En fait, dans le nord, c'est hyper vert, c'est hyper imprégné de la culture maori. Dans le sud, c'est hyper majestueux, avec des très beaux lacs, des très belles montagnes, etc. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient en Nouvelle-Zélande. En Australie, donc c'est immense, donc c'est très dur de tout voir. Je crois qu'il n'y a pas de PVTiste qui voit tout. De toute façon, on ne peut pas tout voir en Australie. Il y a des zones qui sont à peine accessibles. Et si on veut tout voir, essayez de le faire sur une carte. Vous allez voir, c'est compliqué. Vous pouvez vous dire, j'arrive à Melbourne, je vais monter la côte Est. Bon, bah, je vais rejoindre Darwin. Alors déjà, ce trajet, la Cairns-Darwin, l'enfer sur Terre, tellement c'est long. Vous redescendez la Outback et après, vous remontez toute la côte Ouest. C'est tellement de journées, de semaines de voyage qui vont coûter une fortune que c'est difficilement envisageable. Donc ça, c'est quand même un défaut en Australie. Il faut juste sélectionner des endroits où on voyage et puis si on n'a pas son véhicule ou si on est prêt à s'en débarrasser à un moment donné, à le vendre, envisager de prendre l'avion. Ça peut permettre d'éviter des milliers et des milliers de kilomètres à ne plus finir. Pardon. Donc voilà, et pour certains, effectivement, quand on compare les deux pays, certains considèrent que l'Australie, ça manque un peu de relief, c'est un peu plat. Donc bon, ça c'est une question de point de vue. Il y en a qui adorent vraiment l'ambiance de l'outback avec la ligne d'horizon absolument parfaite, quand d'autres se retrouvent plutôt dans les montagnes néo-zélandaises. Donc ça, c'est à vous de voir. Par contre, en Australie, c'est vrai que vous avez quand même du paysage de carte postale avec la grande barrière de corail
les eaux turquoises, et puis effectivement les décors rouges de l'Outback avec les canyons, etc. Voilà. En Nouvelle-Zélande, ça fait moins balnéaire, je dirais, même s'il y a des très très beaux coins, ça c'est certain, mais ça fait peut-être un petit peu moins carte postale, disons. Ensuite, en termes de villes, j'ai l'impression qu'en Australie, on a plus de choix. On a des grosses villes comme Sydney et Melbourne, on a des grandes villes mais quand même qui donnent une sensation à taille humaine comme Perth et comme Brisbane par exemple, et des plus petites villes où il se passe quand même des choses comme Adélaïde ou Darwin. Darwin c'est tout petit, c'est vrai que sur la carte on ne se rend pas compte, mais c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes, donc il y a quand même l'opportunité, si on travaille la journée et qu'on a des potes le soir, de passer vraiment des super soirées et des... Enfin moi j'ai quand même bien aimé cette ville, je dois bien dire. Donc je vivais plutôt dans une zone reculée. Et le week-end, avec mes potes de fruit picking, on montait à Darwin, donc on s'amusait bien. Mais voilà, vous avez vraiment pas mal de choix. Et puis ensuite, vous pouvez vivre dans des plus petites villes encore ou dans des zones vraiment rurales, selon les opportunités d'emploi que vous avez. J'ai l'impression qu'il y a plus de choix. Alors que c'est vrai, en Nouvelle-Zélande, vous avez Auckland et Wellington qui sont les grandes villes, mais qui sont quand même à taille humaine, moi je trouve. On peut parcourir, bon, c'est vrai que si on fait tout à pied, ça fait long quand même. Bon, j'allais dire, on peut faire beaucoup de choses à pied. Et une fois, je suis partie du centre-ville, moi, de Wellington. J'ai marché pendant environ 1 heure et demie en longeant le bord de l'eau. Je suis arrivée sur une plage. Je suis montée dans les hauteurs. J'étais en pleine forêt. Donc voilà, c'est quand même... Enfin, je veux dire, quand je dis 1 heure et demie, ça paraît beaucoup, mais ça faisait pas très longtemps que j'avais quitté la ville quand même pour être en pleine forêt. Donc c'est vrai que c'est des villes qui sont un petit peu moins massives. Si vous aimez les grosses villes avec tout le temps une ambiance de feu, peut-être que la Nouvelle-Zélande va vous paraître un peu calme. C'est des choses qu'on a déjà entendues, des gens qui se sont un peu ennuyés en Nouvelle-Zélande, surtout après avoir fait un PVT en Australie en fait. Voilà, pour les plus fêtards par exemple, même s'il y a quand même des opportunités bien sûr de faire la fête à Queensland, n'importe quoi, à Wellington et à Auckland, mais aussi vous pouvez aller à Queenstown, qui est une ville de l'île du Sud, qui est une ville, je pense, c'est la ville dont j'ai le plus entendu de bien et de mal, les deux ensemble. En Nouvelle-Zélande, c'est une ville de ski, c'est une ville de saisonniers en fait, mais où il y a beaucoup d'ambiance quand même malgré la petite taille et surtout l'environnement est incroyable. Si vous n'aimez pas cette ville-là et que vous voulez un petit peu plus de calme, pas très loin, il y a la ville de Wanaka qui a un cadre aussi magnifique, mais qui est beaucoup plus calme. Donc là, je vous ai cité quelques villes qui peuvent vous intéresser. Christchurch, elle a souvent été détruite à cause de tremblements de terre. Elle n'est pas tout à fait remise sur pied pour le moment. Et en dehors de ça, quand vous voyez des points sur les cartes, parfois vous allez vous faire un road trip ou vous déplacer en voiture, vous pensez arriver dans une ville et en fait c'est juste vous passez voilà, entre deux zones de petits immeubles très bas avec un ou deux magasins, un restaurant, quelques habitations et la ville elle est finie. C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande des fois ça manque un petit peu de charme je dirais. Voilà, vous avez un peu moins de choix. Après, enfin, tout ne repose pas sur le fait d'avoir le choix. Ça se trouve, vous allez adorer Auckland ou Wellington, vous allez vouloir y passer tout votre temps ou la moitié de votre PVT et passer le reste du temps à voyager dans le pays et ça vous ira très bien. Voilà, c'est à vous de voir. Renseignez-vous un petit peu sur les villes, voir si elles vous plaisent, si les photos vous attirent, ce que vous en lisez vous plaît et puis vous ferez en fonction de ça. C'est vrai que c'est un petit peu le jeu ce soir de comparer les deux. Mais c'est vrai que tout ce que je suis en train d'aborder, je ne suis pas en train d'incriminer l'un ou l'autre pays. Honnêtement, bon, je vais me garder ça pour ma conclusion, mais voilà, vous avez quand même des avantages dans les deux. Il n'y a rien qui soit vraiment rédhibitoire, je pense, dans aucun des deux pays. Voilà. Après, en termes d'ambiance, alors l'Australie, c'est quand même le pays du PVT où il y a beaucoup de jeunes qui font la fête. C'est le pays du backpacker, du voyageur. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup de fêtes, etc. Même si, bien sûr, il y a la possibilité d'échapper un petit peu à cette ambiance de fête en allant dans des zones un petit peu plus rurales ou en allant plutôt sur la côte ouest du pays. Mais c'est vrai que des fois, certains nous ont dit c'est trop la fête, c'est trop jeune, c'est trop à l'arrache, il y a trop d'alcool. Pour certains, c'est too much, quand d'autres, c'est exactement ce qu'ils cherchent pour leur PVT. Donc, à vous de voir. Et puis, certains aussi ont la sensation que l'Australie, c'est trop populaire. Il y a trop de monde, 200 000 PVTistes par an. On voit des PVTistes à tous les coins de rue. Il y en a qui cherchent un petit peu plus de c'est pas d'authenticité, mais de sortir un petit peu plus des sentiers battus et ils s'y retrouvent un petit peu plus en Nouvelle-Zélande, même si comme je vous le disais, il y a quand même du monde en Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance, la Nouvelle-Zélande c'est plus calme, c'est plus axé sur la nature, c'est plus axé sur la randonnée, sur le sport. Il y a plus de chances d'être tranquille
si on voit ça comme un avantage, ou d'être seul si on voit ça comme un inconvénient. Voilà, alors qu'en Australie, c'est vrai que assez facilement, on peut rencontrer des gens un petit peu partout, j'ai l'impression. Donc voilà, ça dépend un petit peu de votre caractère et de ce que vous attendez de ce voyage en fait, hein. Il n'y a pas un des deux qui est mieux, c'est juste que il y a des fois où on se sent d'être hyper seul, d'être au calme, d'être en randonnée, de peut-être pas rencontrer beaucoup de gens parce que c'est ce qu'on recherche. Et puis il y a d'autres fois au contraire, on est plutôt un être social qui veut rencontrer des gens. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'en Australie, c'est peut-être plus facile, même si encore en Nouvelle-Zélande, dans les grandes villes, quand on fait des auberges de jeunesse ou qu'on va en soirée, on rencontre du monde bien sûr. En termes d'activité, là aussi, ça dépend de vous. En Nouvelle-Zélande, clairement, la Nouvelle-Zélande, c'est le pays des sensations fortes. On pense bien sûr au saut en parachute ou en saut à l'élastique, mais il n'y a pas que ça. On va vous mettre un lien là en commentaire sur les activités à sensations fortes en Nouvelle-Zélande. Il y en a, vous en avez jamais entendu parler. C'est assez marrant. Enfin, c'est vraiment le pays pour ça. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'adrénaline, vous allez vous y plaire. C'est aussi un pays très axé sur les randonnées. Il y a plein de randonnées partout dans le pays et il y a notamment les Great Walks, vraiment les randonnées qui sont à réputation mondiale, notamment le Tongariro, donc qui équivaut pour les fans du Seigneur des Anneaux au Mordor. Donc voilà, en termes de randonnée, là aussi on va vous mettre un lien vers un de nos dossiers qui parle de ça pour la Nouvelle-Zélande. On peut skier aussi en Nouvelle-Zélande, on peut observer des baleines, il y a quand même pas mal de choses à faire hein, dans le pays. Il y a une activité géothermique à Rotorua qui est vachement sympa aussi à admirer. Voilà, donc honnêtement, parfois, à certains endroits du pays, rien que de bouger en van ou en voiture, c'est ça les activités en fait, tellement c'est joli. Pour l'Australie, alors bien sûr, soit en parachute, un grand classique à plusieurs endroits en Australie. On peut nager avec les requins-baleines sur la côte ouest. On peut faire de la plongée, on peut faire du snorkeling, notamment dans la Grande Barrière de Corail. On peut faire des tours en bateau sur les Whitsundays. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les Whitsundays, mais c'est vraiment très beau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les décors de cartes postales avec une eau turquoise et un sable très blanc, très fin, tellement fin qu'il couine sous vos pieds, c'est indécent comme c'est beau. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, observation des baleines également à certaines périodes. Vous pouvez aussi aller sur Kangaroo Island, admirer les kangourous, les wallabies, les wombats et toute la faune australienne qui est toute mignonne. Donc voilà, en termes d'activité, les deux ont des arguments. Parce qu'on peut aussi randonner bien sûr en Australie, mais c'est vrai qu'une fois de plus, il va falloir prévoir de grosses distances à chaque fois pour aller ici et là. C'est un peu moins spontané qu'en Nouvelle-Zélande. En termes de climat, il faut bien que l'Australie gagne un peu là, hein. L'Australie, il y a une météo hyper clémente. Parfois, il fait trop chaud d'ailleurs, hein, vous l'avez vu l'année dernière. C'est le risque, les incendies. Mais si on pense pas à ça, c'est un super beau soleil, des grosses chaleurs. Et si vous bougez un peu comme il faut tout au long de l'année, vous pouvez avoir une année entière de chaleur et de soleil. C'est plus ou moins ce qui m'est arrivé. Je pense que le plus froid que j'ai eu en Australie, c'est 18 degrés au début de l'hiver local à Sydney et j'avais super froid du coup. Tellement j'étais habituée à vivre en robe et débardeur parce que enfin, voilà, il faisait super chaud. Donc vraiment hyper agréable en Australie. L'hiver est assez doux, même s'il peut faire froid dans le sud du pays, donc à Melbourne ou même en Tasmanie pendant l'hiver. Donc notre été à nous, hein, l'hiver là-bas. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu les 4 saisons dans la même journée. En tout cas, c'est fréquent que ça arrive. Et l'hiver, il peut faire assez froid. Moi, j'ai noté, ouais, j'étais à Queenstown, donc au sud de l'île du Sud, au mois de mai en 2018. Et la journée, j'ai vu -7 quoi, en température. Donc là, c'est quand même des gros froids. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois, on s'est levé assez tôt avec les personnes avec qui je voyageais pour essayer de voir des super levées de soleil ou le soir pour observer le ciel, puisque c'est magnifique, hein. Il y a des fois, il n'y a tellement pas de source de lumière que vous voyez toutes les étoiles, donc c'est vraiment canon. Il faisait -14 quand on faisait ça à des heures tardives. Donc voilà, en Nouvelle-Zélande, ça peut être un petit peu plus froid l'hiver et pluvieux de façon générale. On n'est jamais à l'abri que ça change. Et c'est pour ça que quand vous faites des randos, souvent vous voyez la consigne qu'il faut avoir différents types de vêtements dans votre sac. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'en -2, ça passe du grand soleil à la pluie. C'est inexplicable, c'est comme ça. Enfin, inexplicable, si, sans doute par des gens qui font de la météo, mais moi non. En tout cas, voilà, faut prévoir un bagage PVT un petit peu plus complexe et un petit peu plus complet pour la Nouvelle-Zélande que pour l'Australie. Voilà. En termes d'animaux, alors,
En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'animaux dangereux. Et ça, je pense que là, rien qu'en disant ça, je suis en train de convaincre des gens qui ont peur de l'Australie à cause de ça. En Australie, c'est vrai qu'il y a les requins, il peut y avoir des crocodiles, même dans la mer, dont on nous a déjà sorti de l'eau parce qu'il y avait 2 crocodiles de mer qui arrivaient. Il y a des méduses qui peuvent être très dangereuses si elles immobilisent et que du coup ensuite vous ne pouvez plus nager. Donc il y a des dangers dans l'eau, beaucoup en Australie. Ensuite, vous pourriez bien sûr avoir des dangers de type serpent, mais moi j'en ai vraiment très très peu vu. J'ai dû en voir 1 ou 2 fois et ils sont vite partis quand j'en ai vu. Et effectivement, vous pouvez aussi craindre la redback, l'araignée noire avec un dos rouge. C'est vrai qu'elle est dangereuse, mais Marie, ma collègue, me faisait remarquer tout à l'heure que ça fait quand même pas mal de temps il y a pas, ce type d'araignée n'a pas tué de personne. Donc oui, c'est dangereux, ne jouez pas avec, ne vous en approchez pas trop. Faites attention si vous faites du camping à pas laisser votre tente ouverte pendant 3 heures, etc. Mais globalement, il n'y a pas des gros dangers sur Terre non plus. Voilà, il faut simplement faire attention quand vous voyez des panneaux, que ce soit plage interdite à la baignade, si vous allez dans le nord de l'Australie, notamment dans le parc national de Kakadu, si vous voyez attention crocodile, c'est pas pour faire beau qu'il y a ce panneau-là. Faites bien attention, il y a des réels dangers de ce côté-là. Donc, pour ça, la Nouvelle-Zélande est quand même plus peace que l'Australie. Mais en termes de mignonnerie des animaux, quand même, c'est encore l'Australie qui va gagner. Là, je suis obligée de le dire. C'est sûr, en Nouvelle-Zélande, il y a les moutons, c'est très mignon. Il y a des otaries, notamment à Kaikoura. C'est très facile d'en voir d'assez près, même s'il ne faut pas trop les approcher, mais vous pouvez les observer évoluer dans leur environnement et c'est super mignon. Bien sûr, vous avez l'oiseau fameux de la Nouvelle-Zélande qui est le kiwi, que moi j'ai eu la chance de voir sur Stewart Island, donc tout au sud, mais qu'on voit quand même pas souvent. Alors qu'en Australie, il n'y a que ça, des trucs mignons. Les kangourous, les wallabies, il y a les wombats, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les koalas, bien sûr, je suis bête. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller tout à l'ouest du pays sur l'île qui m'échappe totalement, Rottnest Island, vous pourriez aussi voir des kokas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces animaux. Ça s'écrit Quokka. C'est trop mignon. Donc voilà, il y a plein d'animaux mignons en Australie. Donc voilà, je pense que pour ça, c'est l'Australie qui gagne quand même. Voilà. Ensuite, après, on va pouvoir passer à vos questions. Pour une conclusion, c'était ça que je voulais garder pour tout à l'heure. Si jamais vous hésitez, nous, on va vous dire quoi faire, hein, faites les deux. Honnêtement, ça peut être vraiment génial de faire les deux. Par contre, je réalise avec le temps, quand je lis les témoignages, que parfois, c'est pas du tout une science sûre ce que je vais dire. C'est ceux qui font un PVT en Australie et qui vont ensuite en Nouvelle-Zélande, ils trouvent ça trop calme. Ceux qui ont fait un PVT en Nouvelle-Zélande, quand ils vont en Australie, des fois, ils trouvent ça too much. Donc voilà, ça va être à vous de voir peut-être par quoi vous avez envie de commencer si vous voulez faire les deux. Et ensuite peut-être aller chercher les endroits qui peuvent combler un petit peu les manques. Par exemple, si vous venez du calme néo-zélandais, que vous allez en Australie, que vous ne voulez pas trop de foule, allez plutôt dans une plus petite ville ou dans l'ouest du pays ou carrément en zone rurale. Si vous arrivez d'Australie et que vous voulez la fête encore en Nouvelle-Zélande, restez plutôt dans des villes comme Wellington, Auckland ou Queenstown par exemple. Je dirais que c'est sans doute là que vous allez le plus trouver ce que vous voulez faire, même si en fait on fait la fête partout dans le monde. Il faut juste rencontrer les bonnes personnes, aller dans les bons bars, etc. Voilà. Ensuite, pour terminer, je voulais vous indiquer qu'on va avoir des séances d'information prochainement. Donc là, je sors un petit peu du sujet, comme ça après, moi, je vous embête plus. On a le 2 décembre, on fait un point Covid-19 et PVT de façon générale pour les 14 pays. Donc le 2 décembre à 19 h sur notre page Facebook pvtis.net. Le 7 décembre, on fait un point Covid focalisé sur la Nouvelle-Zélande à 19 h sur notre page pvtis.net Nouvelle-Zélande. Le 9 décembre, on fait une séance d'information enchaîner plusieurs PVT. Je viens de réaliser que c'est le jour de mon anniversaire. Donc enchaîner plusieurs PVT, qu'est-ce qu'il faut savoir, quelles sont les petites techniques, voilà, il y a des petites choses à savoir pour ce sujet-là. Ce ne sera pas forcément très long comme séance d'info, mais en tout cas, elle pourra vous donner quelques infos intéressantes. Le 15 décembre, sur notre compte Instagram PVTiste à 19 h là aussi, on va faire une session de questions-réponses, nous PVTistes et aussi Sydney Facile qui est installé en Australie et on pourra répondre à toutes vos questions, enfin en tout cas on essaiera sur l'Australie. Enfin, le 21 décembre à 19 h, on fera une page sur notre page Facebook pvtis.net, une visio sur Oser partir en PVT. Pour ceux qui n'arrivent pas à se lancer, qui sont presque contents de ne pas pouvoir partir parce qu'il y a eu le Covid, voilà, peut-être que ça peut être l'occasion de vous rebooster pour que quand les frontières vont rouvrir, vous puissiez partir
totalement serein, peut-être avec quelques petites peurs comme nous tous, mais que vous ayez osé vous lancer pour l'aventure PVT. Voilà pour moi, je vais pouvoir regarder vos questions si vous en avez posé. Alors, quand le PVT Nouvelle-Zélande va-t-il passer à 35 ans? J'ai essayé de poser la question à des personnes qui devraient savoir si ça va passer et ça n'a pas l'air d'être prévu, hein. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'ils veuillent le faire. Alors, ça, comment dire, il y a des pays hein, qui ont des accords jusqu'à 35 ans avec la Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises, c'est le cas des Canadiens. Le Canada, Nouvelle-Zélande, mais pour nous, ça n'a pas l'air d'être dans les tuyaux. Alors ne jamais dire jamais, parce que justement, quand j'étais en Nouvelle-Zélande en 2018, en plein milieu de l'île du Nord, j'ai appris que le PVT Argentine passait à 35 ans. Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Donc ça veut bien dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, mais qu'il ne faut pas compter dessus. Simplement, c'est plutôt ça. Donc, si vous rêvez d'aller en Nouvelle-Zélande, quand les frontières auront rouvert, vous pouvez envisager un séjour touristique. C'est sûr que c'est pas le même budget puisque vous ne pourrez pas travailler. Ça peut être un visa étudiant pour suivre des études ou alors un visa de travail. Mais pour ça, il va falloir trouver un employeur qui parvienne à faire des démarches pour vous embaucher et donc à prouver grosso modo aux autorités de son pays qu'il a eu besoin d'embaucher un étranger parce qu'il n'a pas la possibilité de recruter un néo-zélandais. Voilà, je schématise, mais c'est un peu l'idée. Pouvons-nous retrouver vos lives sur vos différentes pages? Alors oui, effectivement, ce que tu peux faire, on a un article sur PVTist qui s'appelle Événements PVTist 2020, dans lequel on a tous nos événements qui sont listés. Et tu verras que pour toutes les visios qu'on a faites sur Facebook, j'ai mis à chaque fois un bouton replay qui va vers notre chaîne YouTube et donc tu pourras regarder les replays. Et puis pour les prochains événements, du coup, tu auras les dates et on a d'ores et déjà créé l'article événement PVTist 2021. Il n'y en a que 2 ou 3 pour le moment pour l'année prochaine. Mais je vous avoue que là, on essaye de faire facilement 2, voire 3 choses par semaine pendant toute cette période de pandémie pour combler ce temps pour vous, que ça vous permette de bien préparer votre départ. Comme ça, quand ça rouvre, vous êtes prêts. Dans quel pays est-ce que c'est plus facile de travailler en marketing? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement si je peux répondre à cette question parce que ça va dépendre notamment de ton anglais. Mais en même temps, on a eu un témoignage une fois d'un PVTiste qui a réussi à travailler en marketing, communication en tant que freelance alors qu'il ne parlait pas super bien anglais. Si je dis pas de bêtises, je crois que sa BD, elle est justement dans le lien qu'on vous a mis tout à l'heure sur l'accent néo-zélandais. Et il explique voilà, qu'il a quand même réussi à se faire embaucher. Donc j'imagine qu'il avait un CV hyper convaincant. Peut-être qu'il avait un book, peut-être qu'il avait quelque chose. Donc je pense que c'est surtout ça qui va vous ouvrir des portes. De même que si par exemple tu es spécialisé dans le marketing, dans le luxe, et qu'ici tu as travaillé chez Louis Vuitton et Chanel, là-bas, dans les 2 pays, il y a sans doute des portes qui vont s'ouvrir à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup du cas par cas. Donc à la limite, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'aller sur le site SEEK, S-E-E-K, qui marche aussi bien pour l'Australie que pour la Nouvelle-Zélande. C'est un site de recherche d'emploi très sérieux, même s'il y en a d'autres, hein, tu verras dans nos dossiers sur l'emploi en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais au moins sur SEEK, tu peux peut-être un petit peu regarder s'il y a beaucoup d'offres en marketing ou s'il y en a 2 qui se battent en duel. Est-ce que la semaine prochaine, elles ont toutes les 2 disparu ou est-ce que dans 2 mois, elles sont encore là parce qu'ils ne trouvent pas preneur? Ça peut être un petit peu ça ton étude du marché, voir s'il y a des opportunités dans ton domaine. Après, bien sûr, ce qu'on recommande toujours, c'est d'être présent sur LinkedIn, peut-être de suivre des gens qui travaillent dans ton domaine, dans le pays qui t'intéresse. À l'approche de ton arrivée en PVT, tu peux commencer peut-être à aimer, ou même avant d'ailleurs, c'est bête ce que je dis, d'aimer ces publications, d'y répondre, peut-être toi publier des choses de ton domaine, que ce soit en France ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie, sur ta page LinkedIn, montrer que tu existes un petit peu. Voilà, ça peut parfois faire des connexions et si quelqu'un aime ta publication, bah, tu l'ajoutes. Tu vois, ça peut être des choses comme ça qui peut-être te permettront d'avoir accès à des offres que tu ne verrais pas en ligne. Le réseau, c'est très important partout, mais encore plus dans les pays anglo-saxons, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, ça vaut le coup d'activer son réseau pour ce type de domaine-là. Tu m'aurais dit restauration, hôtellerie, je t'aurais dit oui, tu vas trouver dans les 2 sans problème, surtout si tu parles bien anglais. Le marketing, forcément, j'imagine toujours un anglais peut-être moins bon que les locaux, avec un accent moins bon aussi, et peut-être plein de gens déjà formés au marketing là-bas qui, eux, parlent parfaitement la langue du pays, connaissent très bien leur cible puisqu'ils sont eux-mêmes des locaux. Donc j'ai toujours peur que vous n'ayez pas les préférences des employeurs.
Pour la Nouvelle-Zélande, peut-on avoir accès à une seconde année de PVT sous quelles conditions? Non, malheureusement, c'est vraiment une fois pour la Nouvelle-Zélande. La seule possibilité que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'obtenir 3 mois supplémentaires à la fin, quand pendant son PVT, on a travaillé au moins 3 mois dans l'horticulture et la viticulture. Mais pas de deuxième PVT. Il n'y a vraiment que l'Australie qui fait ça. C'est le seul pays du PVT à donner cette opportunité. Pour le travail en Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille ou boîte d'intérim? Alors, les deux. Le bouche à oreille, c'est sûr que ça marche bien. Déposer des CV, rencontrer des gens dans des contextes un petit peu différents, du sport, de la danse, une association, pardon, vraiment des choses un petit peu qui n'ont rien à voir avec l'emploi. Vous discutez, ah vous venez de France, mais vous faites quoi? Ah bah moi là je suis arrivée, je suis là pour un an, bon bah quand j'aurai trouvé un boulot dans mon domaine ça ira mieux. Ah bon vous cherchez dans quoi? Ça peut être amené comme ça, sans être lourdingue, attendez j'ai un CV, c'est pas ça, c'est plutôt essayer voilà de faire du réseautage en fait, à la canadienne. Enfin c'est vrai qu'on en entend plus parler pour le Canada, mais quelque chose d'un petit peu plus subtil. Après les boîtes d'intérim ça peut fonctionner, les placement agencies, notamment dans la construction, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie, il y a des agences qui recrutent assez régulièrement. J'ai en tête, je ne sais pas si elle est dispo dans les deux pays, l'agence HAYS, H-A-Y-S, Placement Agency. Il me semble qu'elle est dans les deux pays. Et peut-être que eux, c'est des choses un petit peu plus générales. Voilà, c'est en Nouvelle-Zélande, ça c'est sûr. Et Australie, je crois aussi, ouais. Donc oui, voilà, ça peut être une opportunité aussi de se tourner vers les agences d'intérim, effectivement. Moi-même, je n'ai pas expérimenté dans ces deux pays-là, mais je sais que ça peut fonctionner. Ensuite, pour le travail en Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est... non, pardon, excusez-moi. Quand penses-tu que les frontières vont rouvrir? Alors, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, on a lu un article qui nous a pas plu du tout. Annelise, si tu peux me souffler à l'oreille, on a vu quoi? Que ça pourrait rester comme ça pendant 12 mois, voire plus? Ou j'ai vu 18 mois? Je sais même plus. C'était vraiment, en gros, ça pourrait être le cas. Ça va beaucoup dépendre, je pense, de cette histoire de vaccin. Est-ce que vraiment ils arrivent à l'aboutir? Est-ce qu'ils fonctionnent vraiment? Parce qu'alors ça, on n'est pas sûr, hein. Et ensuite, bah, par exemple, le Premier ministre australien a annoncé aujourd'hui ou hier qu'il était possible, qu'il est fort possible qu'on conditionne l'entrée en Australie à la vaccination. Mais voilà, pour la Nouvelle-Zélande comme pour l'Australie, je vous avoue qu'on surveille régulièrement, mais c'est pas des informations sûres. C'est des sorties devant la presse, voilà, qui disent que ça pourrait durer plus longtemps. On pourrait obliger les gens à se faire vacciner et à faire une quarantaine. Mais c'est pas garanti que ce soit le cas. Et du coup, on sait vraiment pas quand ça va rouvrir. Honnêtement, au début de tout ça, on pensait en septembre. Après, on s'est dit, ok, ça va être janvier. Puis maintenant qu'on arrive à janvier bientôt, on serait presque content que ça rouvre avant l'été, quoi. Donc, il se peut vraiment que ce soit en fin d'année prochaine. Et puis en plus, il y a beaucoup, ouais, c'est ça, c'est ce qu'Annelise me note également. Faites attention aux rumeurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la spéculation. En fait, personne ne sait. Vraiment, nous, c'est ça qu'on a appris cette année, c'est qu'en faisant de la veille très régulière, on regarde tous les jours l'actualité de tous les pays du PVT et on entend mais tout et son contraire. Faites très attention à on m'a dit que, on ne sait pas. On ne peut pas savoir parce qu'il suffit que ça reparte côté australien ou néo-zélandais, hop, ils referment tout et ça y est, ils repartent pour un an de fermeture. On ne peut pas savoir, vraiment, désolé, hein. Est-ce que faire un séjour en Australie pendant son PVT en Nouvelle-Zélande, c'est cher? Transport entre les deux pays et combien de temps peut-on partir au maximum? Alors, tu peux quitter ton pays de PVT autant de temps que tu veux, il n'y a pas de règle, simplement le temps que tu passes dehors, il est perdu sur ton PVT, ça c'est logique. Quand tu vas en Australie, tu vas demander obligatoirement un visa de touriste qui peut te permettre de rester 3 mois, 6 mois ou 12 mois selon tes projets. J'imagine que tu n'iras pas plus de 3 mois. Donc tu le demandes, il est gratuit. Et ensuite, en termes de vol, je ne sais plus combien j'avais payé. Moi, j'avais fait un vol, bah, je crois que c'était Auckland et j'étais arrivée vers Coolangatta, je sais plus, Byron Bay. C'était pas super cher. Honnêtement, il y a des offres assez intéressantes. Notamment avec, j'allais dire EasyJet, c'est pas EasyJet, c'est un truc à peu près du même nom. Jetstar, je crois que c'était Jetstar, la compagnie que j'avais prise. Et il y a une autre qui s'appelle Virgin, normalement.
qui est pas trop cher non plus. Donc vous pouvez, ça c'est pas le plus cher. Après, ce qui peut coûter plus cher, c'est de louer une voiture pendant que vous êtes en Australie, de vous loger. L'auberge de jeunesse, c'est pas forcément donné, sauf si vous campez, comme ça vous paierez moins cher. Et puis l'essence aussi pour voyager, comme je vous disais, il faut souvent parcourir des grosses distances. Donc il faut faire attention à bien organiser son voyage en Australie quand on y va une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'on peut facilement avoir la sensation d'avoir rien vu. Autant on va passer 2 3 semaines en Nouvelle-Zélande, c'est ce que j'ai fait pendant mon PVT en Australie, et ben on voit plein de trucs parce que c'est tout petit. Autant en inverse, c'est pas forcément vrai. Donc ça vaut le coup de bien préparer son voyage pour quand même avoir la sensation de voir des choses. Voilà. Ok, il faudra surveiller pour les. Oui, forcément. Il faudra surveiller pour les compagnies dont je viens de vous parler parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas tenu le coup de cette crise. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver aussi d'ici là, mais ça, on le mettra à jour sur le site, donc à surveiller. Qu'en est-il de l'emploi en restauration en Nouvelle-Zélande? Je n'ai eu aucun souci à trouver du travail en Australie malgré mon anglais not good. Alors, pour la restauration, en fait, pour moi, c'est assez similaire les deux pays. Donc, si t'as pas eu de mal en Australie, est-ce que c'est parce que c'est un resto français ou est-ce que c'était parce que tu penses que tu parles pas très bien, mais en fait, tu te débrouilles pas si mal que ça? Ou t'as l'air trop sympa aussi, ça peut jouer, hein. Moi, l'exemple que je peux donner, j'avais une copine qui s'était fait embaucher en parlant très mal anglais dans un magasin de chaussures en Nouvelle-Zélande et en fait elle était tellement à l'aise, elle a tellement de bagou cette fille, elle est charismatique et du coup elle apparemment elle est devenue meilleure vendeuse de la chaîne de chaussures en Nouvelle-Zélande malgré son anglais. Donc je pense qu'effectivement ça va être un peu la même chose en Nouvelle-Zélande. Si tu présentes plutôt bien, que tu as de l'expérience en restauration, de l'expérience en Australie, donc le pays d'à côté qu'ils connaissent très bien, ça peut être un gros atout sur ton CV et je pense qu'ils te donneront ta chance. Mais j'ai tendance à penser que ton anglais il est quand même pas trop mauvais. On est sévère les Français avec nous-mêmes. Je pense que si tu as juste un accent très français, que ta grammaire est pas parfaite, mais qu'on comprend ce que tu dis et que tu fais toujours ça avec le sourire, il n'y a pas de raison, hein. En restauration, il y a pas mal d'opportunités aussi en Nouvelle-Zélande. Il faudrait que tu cibles certainement les grandes villes et les zones très touristiques. Y a-t-il une différence pour la durée du PVT en Australie ou en Nouvelle-Zélande? Non, les deux c'est 1 an. Simplement, comme je disais tout à l'heure, l'Australie permet sous condition d'obtenir une deuxième année, voire une troisième année, alors que la Nouvelle-Zélande ne permet pas ça. Mais sinon, c'est 1 an maximum pour les deux. Voilà, vous pouvez passer 6 mois, 9 mois, 1 an, comme vous voulez. Je voudrais travailler en finance. Prennent-ils les meilleurs ou plutôt facile d'être recruté en banque ou autre? Alors, ça va être un peu ce que j'ai dit aussi pour le marketing tout à l'heure, selon moi, hein. Encore une fois, je ne suis pas RH, je ne travaille pas en agence de recrutement. C'est plutôt mon ressenti. Ça va dépendre de ton anglais notamment, de tes années d'expérience, chez qui tu as travaillé. Je pense qu'on pourrait t'embaucher, mais à mon avis, il faut quand même un très très bon anglais pour travailler en banque, à mon avis. Mais peut-être que tu parles déjà très bien l'anglais. Dans ce cas-là, j'ai tendance à penser que tu pourrais avoir des opportunités, d'autant que ça ne devrait pas être des métiers, quoique contrôleur de gestion par exemple, je crois que ça peut être réglementé, mais ça dépend ce que tu fais en fait exactement. Je pense que je ne sais pas assez, donc comme la demoiselle ou le monsieur d'ailleurs du marketing, peut-être faire un tour sur le site SEEK, S-E-E-K, qui marche pour les deux pays, voir si tu trouves l'intitulé de ton poste, voir s'il y a beaucoup d'annonces ou s'il y en a 2 ou 3, voir si elles ont disparu en 2 jours ou si elles sont toujours là dans 2 mois, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut te permettre de voir un petit peu les besoins actuellement. Ce sera renouvelé au moment où tu pourras partir, bien évidemment. Voir les besoins à ce moment-là dans ton domaine. Ça se trouve, ça va être le désert complet. Tu vas te dire, bon, est-ce que je pars vraiment ou pas? Ou alors tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'offres et dans ce cas-là, tu peux envoyer des candidatures. C'est vrai que souvent, les employeurs ne répondent pas quand on est loin. Mais vous pouvez peut-être quand même essayer de leur dire si votre projet c'est vraiment professionnel, ce PVT, et que vous ne voulez pas partir sans trouver dans votre domaine, peut-être essayer d'envoyer des candidatures en marquant sur votre visa Working Holiday Visa et en expliquant aux gens que vous êtes prêt à arriver très rapidement pour prendre le poste. Voilà, rassurer la personne du fait que sur votre CV, il y a une adresse et un numéro de téléphone français. Voilà, lui montrer qu'il n'a pas de démarche à faire parce qu'il peut s'imaginer qu'il va devoir faire les démarches de visa de travail, donc il faudra le rassurer. Et puis peut-être tenter comme ça, pareil, LinkedIn, le réseau, aimer des posts, les partager, en poster vous-même, des gens qui sont dans votre domaine. Et bien sûr, tout à l'heure, je disais ça avec des inconnus, mais ça peut être aussi des gens qui ont étudié, qui ont fait les mêmes études que vous. Peut-être qu'il y a des anciens élèves de votre école qui vivent actuellement dans le pays en question. Vous pouvez poster sur vos réseaux pour voir s'il n'y a pas l'ami de la cousine de votre voisine qui est là-bas justement et qui pourra peut-être vous faire rencontrer quelqu'un. Le réseau, c'est super important.
Je dirais jamais, jamais trop, je pense. Alors, il y a quelques petites questions qui sont hors sujet. Je me permets, en attendant de voir si on a d'autres qui arrivent sur le sujet de ce soir, je regarde les questions qui sont un petit peu à côté, mais ça ne me dérange pas du tout d'y répondre. Avec ma copine, on a pris notre visa pour la Nouvelle-Zélande en février 2020. Est-ce que nous avons des nouvelles concernant d'éventuels reports, remboursement des visas? Alors non, du tout. Il n'y a eu aucune annonce de ce côté-là. La seule chose qu'on a vu passer la semaine dernière, qui moi me donne de l'espoir, mais c'est pas sûr du tout, il y a eu comment dire, quelqu'un du gouvernement qui a dit que pour le moment, aucune décision n'avait été prise par rapport à un éventuel report de la date limite d'arrivée en Nouvelle-Zélande et qu'il ne pensait pas qu'il était possible de savoir quel éventuel report de date était envisageable tant qu'on ne connaît pas la date de réouverture des frontières. Du coup, j'ai très peur que d'ici février, tu n'aies pas de nouvelles, que vous vous disiez que vos visas sont perdus. Mais ça vaut le coup après de garder un œil ouvert, peut-être voilà, nous suivre sur notre page Facebook pvtis.net Nouvelle-Zélande pour voir s'il y a des nouveautés dans les mois qui arrivent. On espère, mais c'est pas du tout garanti, vraiment. Quant au remboursement du frais de visa, ça n'a pas du tout l'air d'être prévu. Si je fais une demande de PVT en Nouvelle-Zélande avant mes 31 ans, mais que je n'ai toujours pas reçu... Ah, si tu as fait, excuse-moi. J'ai toujours pas reçu de réponse à cause du Covid. Est-ce que ma demande est toujours valable? Alors, normalement, oui. Encore une fois, avec le Covid, on n'est jamais sûr de rien. Mais on a toujours dit, on le répète tout le temps, c'est la date de la demande de visa qui compte et non la date à laquelle on obtient le visa. Donc, selon moi, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur puisque je ne travaille pas pour le gouvernement, mais selon moi, oui, c'est bon. Tu as fait ce qu'il fallait. Je pourrais presque te dire à 100% que c'est sûr, mais comme on n'est jamais sûr de rien, je préfère plutôt te dire 99% que normalement c'est bon. Voilà, Anne-Lise, hein, si tu as un avis sur la question, mais je pense que tu vas dire comme moi, c'est que normalement c'est bon. Anne-Lise, c'est ma collègue qui note vos questions. Voilà, normalement je pense qu'il n'y aura pas de souci. Qu'est-ce que le Bridging Visa a exactement? Est-ce qu'on peut vraiment travailler comme avec un Working Holiday Visa, sachant que j'ai déjà utilisé mes 2 Working Holiday Visa et fini en février pour... j'ai déjà eu mes 2 Working Holiday et fini en février pour l'Australie. Le deuxième visa vacances-travail termine en février 2021 là? Ou il a fini en 2020? C'est ça que j'ai pas compris. Alors, le Bridging Visa, je l'explique. Tu es par exemple en premier visa vacances-travail. Tu veux demander un deuxième visa vacances-travail, mais tu le demandes 3 jours avant la fin de ton premier visa. Tu lances ta demande de deuxième visa, mais t'as pas ta réponse. T'as pas eu de réponse des autorités australiennes au moment où ton premier visa expire. Automatiquement, c'est pas palpable, hein, c'est dans l'air comme ça, tu obtiens un Bridging Visa A, c'est-à-dire que le temps que ta nouvelle demande de visa soit traitée, tu as le droit de rester en Australie et de rester sous les mêmes conditions que ton visa précédent. Comme tu étais en Working Holiday Visa, ça veut dire que le temps d'obtenir le nouveau visa, effectivement, tu as toujours le droit de travailler. Dans ton cas, si ton deuxième visa vacances-travail arrive à expiration en février 2021 et que tu demandes un nouveau visa, que ce soit un troisième visa vacances-travail, que ce soit un visa d'étudiant, que ce soit un visa touristique, n'importe quel visa, le temps que ce soit traité, tu auras un bridging visa qui te permettra de rester en Australie. Par contre, si tu demandes un visa touristique ou un troisième visa vacances-travail mais que tu n'y étais pas éligible, il se peut qu'en 2 jours, ils te disent non. Bon, bah dans ce cas-là, tu dois partir vite. Ça y est, ton visa, il a expiré, tu dois partir. Donc c'est ça. Et le Bridging Visa A, ça veut dire que c'est le premier Bridging Visa que tu peux obtenir et qui ne t'autorise pas à sortir de l'Australie pendant que ta demande de nouveau visa est traitée. Voilà. Si pendant cette période de temps, quelqu'un a besoin de sortir, il a un Bridging Visa A, il a besoin de sortir parce que, je vous dis n'importe quoi, son grand-père est décédé, il doit aller à l'enterrement. Il peut faire une demande de Bridging Visa B à l'Australie. Le B autorise à sortir du pays pour y revenir. Donc généralement, les gens obtiennent un Bridging Visa A. Donc j'espère avoir répondu à ta question. D'ailleurs, le Bridging Visa en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle un Interim Visa. Le visa intérim, voilà. En Nouvelle-Zélande, alors bonjour, mon visa est en statut pending depuis 2 ans. Quoi? Savez-vous ce que ça signifie? Le visa vacances-travail depuis 2 ans? Comment c'est possible? Je comprends pas. Parce que normalement, le visa vacances-travail, ça s'obtient en 5 jours, quoi. Allez, maximum 2-3 semaines. C'est bizarre, ça, quand même. C'est bien un visa vacances-travail que tu as demandé sur le site de l'immigration néo-zélandaise? C'est bizarre. Ça me paraît pas possible. Tu aurais forcément eu un refus ou une acceptation. Voilà, vérifie bien que tu étais bien sur le site
immigration.gov.nz. Je pense que c'est ça parce que 2 ans là, ça m'étonne quand même. Éventuellement, peut-être essayer de contacter le gouvernement néo-zélandais, mais c'est vrai que ça m'étonne beaucoup ton histoire parce que. Ou alors c'est un autre visa peut-être, mais quand même 2 ans c'est long. Bon, n'hésite pas à nous donner des petites précisions en commentaire. Est-ce qu'il existe des bons plans logement, mis à part les colocations et vivre chez l'habitant? Alors oui, bah, colocation le mieux, l'auberge de jeunesse qui peut ne pas être donnée quand même à terme, mais parfois il y a des prix au mois. Et l'auberge de jeunesse, ce qui est sympa, c'est que ça fait quand même rencontrer des gens. Le camping, c'est pas cher. Ensuite, qu'est-ce que je peux donner comme autre ouais, non, après, comme autre bon plan, malheureusement, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Il y a des gens parfois qui essayent de passer par des sites pour garder des maisons. Mais je sais pas si ça fonctionne en Nouvelle-Zélande et je sais pas s'ils feraient confiance à un PVTiste. Enfin, vraiment là, je pense à haute voix, hein. Mais ça pourrait être une idée aussi de faire ça. Il y a des fois des gens qui veulent qu'on garde leur maison ou qu'on garde leur maison parce qu'il y a un chien dedans ou un chat et qui veulent qu'ils soient nourris pendant leurs vacances. Ça pourrait être une idée pour ne pas se ruiner. Pouvez-vous répondre à une question sur le PVT Canada? Eh bien reçu, j'ai celle-là. Si oui, est-ce que c'est toujours autant difficile de l'avoir et pourquoi? Sachant que le Canada a besoin de faire marcher l'économie grâce à l'immigration. Oui, le PVT Canada, c'est toujours compliqué, c'est au tirage au sort. Bon, là, la saison 2020 est terminée, on ne sait pas du tout quand va commencer la 2021. Et il faut savoir que le Canada ne compte pas que sur le PVT pour son immigration. Il y a aussi des permis d'études, il y a des permis de travail comme mobilité francophone qui permet d'attirer des francophones en dehors du Québec avec des démarches un petit peu plus simples qu'au Québec. Voilà, c'est ça en fait. Oui, le Canada a des besoins, mais il ne fonde pas tout sur son PVT. Et en fait, le PVT en soi, il n'est pas dur à obtenir. Il faut simplement être tiré au sort. C'est le seul problème du PVT Canada, c'est le quota. Et en fait, il place un quota d'environ 7000 places chaque année parce qu'il considère que c'est suffisant. Et puis voilà, et bon là, on a vu aujourd'hui que à la fermeture de la saison 2020, là, il y avait 23 000 candidats dans le bassin 2020. Ça veut dire que si ces 23 000 veulent retenter en 2021, on commence la saison à moins d'une chance sur 3. Voilà, c'était la petite parenthèse Canada. C'est sûr que pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est plus simple, hein. Il n'y a pas de quota, donc on est sûr de l'avoir, plus ou moins. Là, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? N'hésitez surtout pas. En sachant que si ça vous revient dans 1 heure, vous allez sur Instagram dans notre story. Annelise vous a mis un petit questionnaire pour poser votre question. Et demain, ma collègue Marie et moi, on vous répondra en live à 13 h. Et si jamais vous n'êtes pas disponible à 13 h, sachez que tous nos lives restent disponibles en IGTV sur notre compte Instagram. Voilà, moi, j'ai l'impression que c'est tout. Qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que ça vous a été utile. Ça se voulait un petit peu ludique. Évidemment, c'est une comparaison. Moi, je pense honnêtement, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'en conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a aucun pays qui soit pas bien en fait. Je ne peux pas vous dire il faut vraiment aller là plutôt que là. Vous avez des gens, des fois, quand on lance des petits sondages, qui vont vous dire c'est clair, c'est l'Australie qui est mieux, ou c'est clair, c'est la Nouvelle-Zélande qui est mieux. En réalité, ça dépend de votre projet, de votre personnalité et de ce que vous attendez de ce PVT. Vraiment, il n'y a pas un pays qui correspond mieux. Est-ce que vous voulez plutôt voilà, des montagnes ou du désert? Est-ce que vous voulez plutôt des kangourous, des koalas ou plutôt des moutons et plein d'oiseaux? Est-ce que vous voulez un tout petit pays que vous pouvez parcourir sur votre année tranquillement en allant absolument partout? Ou est-ce que vous voulez des grands espaces avec des fois des traversées du désert sur 2000 km sans rien de rien? C'est vraiment vous qui devez voir ça. Et puis après aussi en termes de ville, de qualité de vie, enfin voilà, c'est vraiment à vous de déterminer. Les deux sont bien. Si vous pouvez faire les deux, faites les deux. Alors quelqu'un nous précise quelque chose pour l'histoire des 2 ans. J'ai fait la demande pour le visa Working Holiday en Nouvelle-Zélande en 2018, mais j'ai malheureusement dû l'annuler. Depuis ce jour, il est donc resté pending. Pensez-vous que je puisse refaire une demande? Alors, est-ce que tu avais payé? Parce que, alors, selon moi, une fois que tu as payé et que tu obtiens votre demande a été approuvée, c'est fichu. Par contre, si tu l'as vite annulé avant qu'il te soit attribué, ça, normalement, c'est bon. En fait, c'est une question de timing, c'est ça. C'est est-ce que tu l'as annulé avant de recevoir le mail qui te dit votre demande de visa a été approuvée, grosso modo. Mais je suis étonnée qu'ils te le mettent en pending, en fait.
Et puis malheureusement, là, comme les demandes de visa néo-zélandais sont stoppées depuis le 10 août, tu ne peux pas essayer. Sinon, le mieux, je t'aurais dit que tu tentes. Et puis tu vois ce que ça dit. Mais dans ton cas, ouais, c'est ça. Ouais. Là, je pense que je t'ai donné l'info. Si tu l'as obtenu, normalement, c'est fini. Ça sert à presque à rien de l'annuler derrière, puisque une fois qu'un PVT est délivré, il est considéré comme étant utilisé. Voilà. Il n'y a que l'Australie, en fait, dans les 14 pays du PVT, il n'y a que l'Australie qui vous permet, si vous obtenez un visa vacances-travail et que vous ne partez pas, de le redemander l'année suivante ou dans 3 ans en repayant les frais de participation. C'est la règle depuis toujours. Tous les autres pays du PVT, PVT obtenu égale PVT utilisé même s'il n'est pas utilisé. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se jeter sur son clavier pour me poser une dernière question? Ou est-ce que c'est bon? J'attends un tout petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage de son avec Facebook. Et puis sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit si vous mangez. Je vous retrouve demain éventuellement, si ça vous dit, pour le live sur Instagram et également pour notre point Covid-19. On ne sait jamais hein, s'il y a une annonce demain. Demain matin, on vous l'annoncera. Et puis sinon, ce sera la semaine prochaine pour d'autres Facebook Live. Je vous remercie tous, bonne soirée et puis à très vite.